Hello les premières G, on va terminer cette fois-ci notre chapitre pour clôturer cette trilogie de chapitres sur la géographie et sur la mondialisation. Donc il nous reste le grand 3 à voir. Je vous ai déjà envoyé récemment la vidéo du grand 2. Je vous avais prévenu hier qu'on irait assez vite sur cette troisième partie puisqu'elle traite essentiellement des métropoles. Et les métropoles, on les a déjà largement évoquées dans les premiers chapitres en début d'année. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, redit, re-redit, je me répète une nouvelle fois, petit à petit les choses s'emboîtent et voilà, on commence non pas à répéter les mêmes choses, mais à mieux comprendre la pertinence de ce qu'on a vu, puisque notamment bah, voilà, la place des métropoles, elle est importante dans de nombreux domaines, et notamment donc, dans l'organisation du territoire d'un pays, mais aussi donc, à une échelle plus vaste de la mondialisation. Alors, euh, on a vu, souvenez-vous, en début d'année, que les métropoles avaient un poids de plus en plus important, que c'était des espaces qui étaient attractifs, qui, si je veux utiliser des termes techniques, souvenez-vous, polarisent l'espace, c'est-à-dire qu'il attire en offrant des services de qualité, et plus la métropole est grande, plus ces services sont nombreux et de qualité. Donc, on va voir que bah, en France, on n'échappe pas à la règle, et que voilà, c'est surtout les métropoles qui sont les espaces les plus dynamiques dans le territoire et qui donc entraînent dans leur sillage un espace plus ou moins important autour d'eux. Donc, le poids toujours plus important des métropoles françaises. Et donc, vous voyez ici cet équilibre ou déséquilibre, ça dépend comment vous voulez voir les choses, où on voit ici donc les principales métropoles françaises, en l'occurrence ici les 10 premières, avec donc Paris comme étant la première métropole française, ce qui n'est pas étonnant, puisque en début d'année on avait vu que c'était la quatrième métropole mondiale, puisqu'elle a un rôle mondial, elle a forcément un rôle national. Et puis donc ensuite cette hiérarchie qui se poursuit avec Lyon qui a récemment dépassé la ville de Marseille. Alors en foot c'est déjà fait depuis longtemps, désolé pour les fans de Marseille, mais voilà, en termes de statut, c'est également le cas depuis 2 ou 3 années. Ensuite, vous voyez, vous avez donc Toulouse, Bordeaux, Rennes, Nice, et puis ensuite Nantes, Strasbourg et Lille. Donc voilà ici les 10 premières métropoles françaises. Alors deux choses, ça ne veut pas revenir, voilà. Deux choses à en dire, enfin peut-être même trois d'ailleurs, quand vous regardez un petit peu cette hiérarchie, on voit qu'il y a clairement une nette domination de la ville de Paris, en termes notamment, vous voyez, de produits urbains bruts, donc les richesses qui sont produites dans la ville, où on voit qu'on est, on va arrondir grossièrement, ça serait plutôt neuf, mais on va dire quasiment une production de richesse 10 fois supérieure pour Paris par rapport à la deuxième ville. Donc, on n'est pas dans la même catégorie quoi, entre la première ville de France et la deuxième, à tel point qu'on parle termes techniques, éventuellement à avoir en tête, puisque vous l'entendrez plusieurs fois dans différents chapitres. On parle en France de macrocéphalie urbaine, à savoir que voilà, macrocéphalie, puisque vous m'avez dit une fois que vous étiez des grands scientifiques, qui ne vous intéresse du coup, qui fait que vous ne vous intéressiez moins aux matières non scientifiques, et notamment à mon voyage. Voilà, macrocéphalie urbaine, ça doit vous parler. Macrocéphalie, grosse tête. Euh, et donc, grosse tête urbaine, c'est-à-dire que voilà, la France a une capitale, une métropole qui écrase le reste du territoire. Il y a un géographe qui a écrit dans les années 70-80 un livre qui s'intitulait Paris et le désert français.
Alors c'était bien évidemment exagéré, mais c'était pour montrer quand même, hein, l'objectif était de montrer que bah, en France, il y avait Paris, puis après, il y avait le reste du territoire. Là, finalement, on constate que c'est pas, encore de nos jours, tout à fait faux, hein, puisque, vous voyez, Paris, la capitale, produit quasiment 10 fois plus, hein, donc 9 fois plus, si on veut être précis, de richesse que la deuxième ville de France, hein. Donc c'est une situation assez rare, hein. On n'a pas forcément énormément de pays dans lesquels il y a un tel déséquilibre, qu'une ville soit à la fois capitale politique, économique, culturelle, produise comme ça une richesse telle qu'elle écrase les autres villes. C'est assez spécifique. Pour autant, on voit quand même, hein, vous voyez, on en reparlera tout à l'heure, hein, une espèce de halo, hein, de villes qui gravitent autour de Paris de manière plus ou moins large, qui sont des villes qu'on essaye de développer, parce que si vous essayez de réfléchir 2 secondes, si vous étiez à la tête du pays, hein, on est face à un enjeu, à un double enjeu, hein, et c'est difficile de trancher. C'est-à-dire que est-ce que on continue à privilégier Paris, qui est la quatrième ville mondiale, qui est donc qui incarne, hein, qui donne une image de la France à travers le monde, et qui donc aide, qui contribue finalement à, à développer l'image de la France dans le monde, quitte à le faire au détriment des autres villes du territoire, ou alors, inversement, essayer de réaménager le territoire, d'essayer d'enlever un peu, hein, des pouvoirs à Paris pour les dispatcher dans les autres métropoles nationales, pour, on va dire, rééquilibrer un peu le territoire, quitte du coup à affaiblir Paris et donc la position de la France dans le monde. C'est un débat qui n'est toujours pas tranché, hein. Il y a des gens qui militent pour que voilà, Paris continue à garder un maximum de pouvoir, puisque c'est la seule ville qui finalement a une image véritablement internationale. Pour ceux qui sont déjà parmi vous, qui ont déjà été à l'étranger, tout au moins assez loin, moi je vous donne mon exemple perso. Aux États-Unis, c'est déjà arrivé plus d'une fois que bah, quand on parle de où on vient, les Américains connaissent très bien Paris, ont entendu parler de la France, mais ne font pas forcément le lien entre les deux. Pour eux, Paris, c'est Paris. C'est une entité à part, et la France, c'est un pays de plouc, mais voilà, Paris, c'est la ville qui fait rêver quand même. Et donc, il y a vraiment une distinction entre les deux entités qui, voilà, en termes de reconnaissance du territoire national, pose un peu problème. Donc c'est pour ça voyez, on se développe ce qu'on va appeler des métropoles d'équilibre, qui voilà, essayent un petit peu d'équilibrer un peu le territoire, même si on n'a pas forcément envie si vous connaissez peut-être ce dicton, déshabiller, je ne sais plus trop quel prénom, Pierre pour habiller Paul, ou un peu, je ne sais plus, c'est l'inverse peut-être, où il y a peut-être Jack là-dedans d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est l'enjeu. Est-ce qu'on enlève des pouvoirs à Paris, ce qui a déjà commencé, hein, l'ENA, l'École nationale d'administration, qui est probablement la plus grande école française, hein, tout au moins dans le domaine administratif, a été délocalisée à Strasbourg, parce qu'on estime que Strasbourg c'est plus près, c'est plus au cœur de l'Europe, hein, et que donc c'est peut-être plus pertinent de la mettre là. Mais imaginez que les étudiants de cette école particulièrement prestigieuse n'ont pas forcément adoré quitter Paris pour se retrouver donc du coup à Strasbourg. Donc voilà, ça grince un peu des dents, et j'avoue qu'on ne sait pas en France dans la politique d'aménagement du territoire, on ne sait pas trop quoi faire. Donc voilà, la capitale de France, quatrième ville mondiale, des métropoles d'équilibre, mais qui jouent pas dans la même division que la ville de Paris. En ce qui concerne le dynamisme, bah, vous voyez qu'on répond un peu à cette question que je vous ai posée, enfin que j'ai mis sur la table il y a quelques minutes, hein.
où on voit que finalement Paris qui domine hein, dans cette position de macrocéphalie urbaine est devenu un lieu tellement privilégié qu'il est devenu tellement cher qu'il devient difficile d'y habiter. Et donc on voit bien que la croissance de la ville de Paris et de son environnement, de sa banlieue hein, ou de sa région, voilà, ont une croissance assez faible, hein, une croissance qui stagne, voire même, là on en a déjà parlé, hein, avec le contexte actuel, on a même des gens qui ont plutôt tendance à vouloir quitter cette région pour aller vivre dans des endroits un peu plus agréables, partant du principe que maintenant le télétravail va probablement se normaliser. Mais on voit bien hein, nos métropoles d'équilibre, hein, qui sont sur la carte de gauche, plus ou moins, qui, mis à part Nice, parce que c'est tellement cher d'habiter là-bas, hein, on est sur une zone vraiment privilégiée, avec un climat agréable, un point de vue sur la Méditerranée vraiment sympa, avec une arrivée de touristes régulière, pardon, et qui du coup font monter le prix des loyers hein, ou du terrain, et donc beaucoup de gens sont obligés de quitter l'agglomération niçoise parce que ça devient vraiment exorbitant en prix. Marseille, qui est devenu aussi moins attractif, hein, qui malheureusement pour elle fait régulièrement la une des journaux pour ses faits divers liés à la violence, aux inégalités sociales, etc. Mais pour le reste, vous voyez, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, voire même Strasbourg, hein, sont des villes qui connaissent voilà, un plus grand dynamisme démographique. Donc, une situation un peu particulière en France, macrocéphalie urbaine, une ville qui concentre véritablement la richesse hein, et qui produit l'essentiel de la richesse. La mise en place de métropoles d'équilibre avec une politique un peu, voilà, pas tranchée encore si on équilibre le territoire au détriment de Paris ou si on maintient la suprématie de Paris au détriment de la province. Une ville de Paris qui, voilà, hein, je vous dis encore une fois, est en position de macrocéphalie urbaine, c'est-à-dire que c'est vraiment Paris et le reste du monde hein, en production de richesse, mais en même temps une dynamique qui, on voit, tend à évoquer un petit peu un rééquilibrage du territoire avec des dynamiques qui se trouvent plutôt dans les métropoles régionales, avec, on va dire, un cadre plus agréable, une vie plus dynamique, probablement moins chère aussi et qui attire de plus en plus de population. Donc, si on résume, à l'échelle nationale, les métropoles sont de plus en plus productives et attractives. La mondialisation profite d'abord aux métropoles, mais de façon inégale. La métropole parisienne reste la première région économique française, assurant à elle seule 30% du PIB national. Donc, un tiers de la richesse produite en France est produite à Paris. Les métropoles régionales de l'ouest et du sud de la France, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, attirent de plus en plus de la population et des emplois du fait de la qualité de leur cadre de vie, de leur dynamisme économique et de la performance de leur tissu hein, système productif, et notamment donc des technopoles dont on a parlé dans la précédente vidéo. Hein, ce sont des villes qui développent de l'industrie de haute technologie et qui donc du coup comme ce sont des villes qui sont moins peuplées, avec une vie moins stressante que celle de Paris, attirent de plus en plus les gens hautement qualifiés. Alors d'autres métropoles connaissent un destin moins favorable, hein, celles du nord et de l'est, hein, les anciennes régions industrielles qui sont en cours de conversion. On verra tout à l'heure hein, que ces différentes villes citées connaissent des perspectives un petit peu différentes. Donc des villes comme Nancy, par exemple, sont un peu en difficulté parce que c'est la Lorraine, et la Lorraine, c'est plutôt une région qui n'a pas eu forcément une bonne image de marque depuis la crise des années 70, avec une zone qui était très industrialisée et qui a connu beaucoup de chômage. L'île dans les Hauts-de-France connaît une situation
un peu similaire, mais on va dire avec des perspectives plus favorables, puisqu'elle est vraiment là au cœur de l'Europe, hein, dans une région vraiment frontalière, à la croisée des chemins entre Londres, Bruxelles et Paris, qui est incarné par le Thalys, hein, notamment, et qui du coup joue un rôle d'interface en Europe du Nord, ce qui lui permet voilà, de préserver des perspectives d'avenir intéressantes, sachant qu'elle est devenue la métropole, hein, du chef-lieu de la région des Hauts-de-France, ce qui est plutôt favorable pour elle, contrairement à Amiens, qui du coup là, a perdu aussi un statut administratif qui lui revenait auparavant. Deuxième point, donc des espaces où les systèmes productifs sont de plus en plus actifs. Alors encore une fois, hein, on voit ici, vous voyez, les emplois, hein, en termes de perspective d'emploi, de création d'emplois. Plus on est dans le vert foncé, moins il y en a. Plus on est dans le jaune orange, plus il y en a. Alors on voit, bon, ça se maintient grosso modo en Île-de-France, mais on voit bien que la région du Grand Ouest, la région du sud de la France, hein, en remontant quasiment jusqu'à Lyon, donc encore ça suit un peu cette ligne de métropole d'équilibre, hein. On est plutôt dans des régions, on va dire, plus dynamiques, hein, et on devine encore une fois, hein, plus ou moins, cette diagonale du vide, hein, qui voilà, incarne les régions montagneuses, les régions rurales, les régions peu peuplées, les régions vieillissantes, qui du coup sont peu attractives et voilà, sont un peu en déprise, hein, économique. Donc les activités industrielles et tertiaires qui étaient traditionnelles. Ah oui, alors je ne vais pas parler, que je montre quand même. Vous n'avez peut-être pas connu, mais moi j'ai connu quand j'avais votre âge, comme quoi vous voyez, les choses changent, parce qu'elles commencent à dater. Je vous ai parlé de cette diagonale du vide ici, dont vous avez probablement entendu parler, hein, qu'on voit encore très bien, hein, c'est-à-dire que il y a quelques années, c'est moins le cas maintenant, mais il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, si vous étiez en vacances dans les Pyrénées et que vous habitiez Charleville-Mézières et que vous empruntiez ces routes-là, bah, et d'une, vous alliez mettre beaucoup de temps pour arriver, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de routes directes, et vous pouviez éteindre votre téléphone, puisqu'il n'y avait aucun réseau, pour ainsi dire. Bon, c'est moins le cas maintenant. Mais il y avait une deuxième ligne imaginaire qui était l'axe Le Havre-Marseille, qui distinguait à l'époque ce qu'on appelait, dans cette partie-là, à l'est de l'axe Le Havre-Marseille, la France urbaine et industrielle. Et à l'ouest de cet axe, la France plutôt rurale et agricole. Bon, on voit que les choses changent, que cet axe Le Havre-Marseille a un peu disparu, et que maintenant, bah voilà, la France dynamique, urbaine et plutôt industrielle, voilà, elle est en train de se développer sur l'ouest de la France, le littoral atlantique, le sud, le littoral méditerranéen, en remontant jusqu'au Lyon. Vous avez ici cet axe-là qui voilà, est plutôt la partie dynamique de la France. Donc cet axe Le Havre-Marseille n'est plus pertinent maintenant. Donc les activités industrielles et tertiaires qui étaient traditionnellement concentrées au nord-est de l'est d'une ligne Le Havre-Marseille ont glissé, hein, au cours des années 80-90 vers les régions frontalières de l'est et aussi les régions littorales de l'ouest et du sud qui sont devenues les territoires les plus attractifs de France. Les emplois y ont fortement progressé, les espaces de montagne ne sont plus cantonnés à l'élevage et au tourisme. On trouve par exemple des pôles de compétitivité à Pau ou à Grenoble. Donc Pau se trouve là, hein, Grenoble se trouve là, mais ça reste quand même, on va dire, assez marginal. Ce sont vraiment Pau est connu peut-être, vous connaissez, c'est un centre industriel parce que vous avez une entreprise qui est clairement implantée, qui est Total, parce que c'est une des rares zones où on trouve des ressources de gaz, dans dans les souterrains français, hein, sous la terre. Vous avez une grande poche de gaz là, sous la Gironde et qui est extraite à Pau, dans dans le village de Lac précisément. Et donc, voilà, vous avez du coup, c'est développé une activité industrielle et un peu de haute technologie autour de cette zone, ce qui fait que ça a créé un peu un dynamisme.
Grenoble, hein, qui est ici, c'est pareil. C'est une ville qui joue la carte, alors vous le savez peut-être si vous suivez un peu l'actualité politique, hein, qui est une ville qui est passée aux mains d'un maire vert, hein. Il y a plusieurs grandes villes françaises qui sont passées aux mains euh, des Verts. Et donc voilà, Grenoble veut devenir une ville modèle en termes de, comment dire, de respect de l'environnement et aussi de haute technologie, à attirer aussi des universités assez dynamiques. Donc voilà, Grenoble est une ville dans ce milieu un petit peu montagneux, hein, c'est une ville qui a su tirer un petit peu son épingle du jeu. Mais voilà, ça reste ponctuel, hein, Grenoble ici, Pau de l'autre. Voilà, on a quelques petites villes comme ça qui petit à petit émergent, hein, un petit peu sur le territoire français, mais voilà, ça reste quand même assez ponctuel. En ce qui concerne les territoires agricoles, dont je vous avais parlé au début du chapitre brièvement, hein, ben, on peut dire qu'il y a des espaces qui sont clairement différents, pour ne pas dire antinomiques, hein. Vous avez de grands bassins d'agriculture productiviste qu'on voit ici, hein. Les espaces agricoles intégrés à la mondialisation, qu'on trouve donc dans les grandes plaines de Picardie, voire du Nord-Pas-de-Calais et aussi de la Beauce, hein, où là vous avez d'immenses étendues de terres très productives et qui sont complètement insérées à la mondialisation. Et puis dans les espaces plus ruraux, hein, on trouve des espaces de polyculture qui sont là beaucoup moins performantes, avec quelques restes d'agriculture traditionnelle, avec de l'élevage un petit peu extensif, hein. Le contre-exemple, c'est la Bretagne, hein, qui fait de l'élevage intensif porcin, notamment, hein. C'est un des grands centres d'élevage porcin au monde, hein. Et puis ensuite, vous avez de l'agriculture de label, hein, dont on a parlé la fois dernière, avec notamment la production de vignes, hein, qui voilà, sont liées à des labels qui sont renommés dans le monde. Et puis bien sûr, dans le sud de la France, vous trouvez aussi de l'agriculture de fruits et légumes. Euh, voilà, j'en étais où? Ici, très bien. Donc, non, j'étais pas là. Voilà, j'étais ici, pardon. Les territoires agricoles connaissent également des mutations. Les grands bassins d'agriculture productiviste, hein, agriculture utilisant des investissements et des intrants, donc engrais, produits phytosanitaires, etc., pour optimiser la production. On les trouve plutôt dans le bassin parisien, le bassin aquitain, mais aussi je dis dans la Picardie. Des, des exploitations plutôt spécialisées dans la céréaliculture, avec d'autres espaces secondaires, mais qui sont dynamiques aussi, qui sont tournés vers l'exportation. Je vous ai parlé de la Bretagne tout à l'heure avec les élevages porcins, mais aussi donc les régions viticoles, comme le Bordelais, la Champagne, le Bourgogne, même si voilà, il y a d'autres régions qui se développent, hein, comme le Pays d'Oc, hein, du côté de, de Montpellier, entre Toulouse et Montpellier, vous avez une grande zone aussi de viticulture. Alors, dernier point, les espaces où les systèmes productifs sont peu dynamiques. On les a déjà un peu évoqués, hein, en regardant ces différentes cartes, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On a bien compris que le nord et l'est de la France sont des régions qui ont connu des difficultés, hein, avec notamment la crise économique des années 70-80, avec l'explosion du prix du pétrole, hein, dont je vous ai parlé en cours, qui a entraîné beaucoup de fermetures d'entreprises ou de délocalisation à l'étranger, et donc a été source de beaucoup de chômage. Ce qui a mis vraiment en difficulté les régions du Nord et de l'Est, qui voilà, sont en cours de reconversion, hein. L'industrie est de moins en moins importante dans le nord de la France. On essaie de développer l'activité des services
avec plus ou moins de succès. Mais voilà, petit à petit, c'est en cours avec, encore une fois, la chance de l'île, hein, qui est dans une position un petit peu d'interface entre différents pays d'Europe du Nord. Pour le reste, ces territoires qui n'ont pas la chance d'être situés voilà, sur des zones d'interface sont beaucoup plus en difficulté. Les territoires ruraux, montagneux, sont plutôt en déclin, hein, Massif central, Alpes du Sud. On ne peut pas dire en France qu'on a maintenant de grosses difficultés pour atteindre tel ou tel point du territoire, mais il est évident que quand on n'a pas de ville à peu près digne de ce nom, qu'on n'a pas d'activité un minimum dynamique, ça devient très compliqué. Et puis un petit mot quand même sur les territoires ultramarins qui, voilà, bah, eux peuvent jouer sur un capital touristique intéressant, hein, avec le climat, les paysages. Pour le reste, il y a une énorme concurrence, hein, avec les territoires voisins, que ce soit l'agriculture, enfin le tourisme ou l'agriculture de produits tropicaux, hein, canne à sucre, ananas, pamplemousse, etc. Voilà, nos territoires sont concurrencés forcément par les territoires voisins et qui donc les met assez régulièrement en difficulté, hein. Je vois par exemple la banane de Martinique ou de Guadeloupe. Les producteurs se plaignent régulièrement, hein, de subir une concurrence un petit peu déloyale de la part d'autres pays des Caraïbes qui vendent beaucoup moins cher leurs produits à la France parce qu'ils ne respectent pas forcément les normes en vigueur. Et donc, voilà, c'est assez difficile pour les agriculteurs des territoires ultramarins. Alors voilà, vous regarderez en conclusion une petite carte ici qui vous synthétise un petit peu tous ces enjeux, hein, qu'on a vus, hein, la prééminence de l'Île-de-France, le dynamisme du Grand Ouest et du sud de la France jusqu'à Lyon avec le bassin, la vallée fluviale du Rhône, hein. On a une zone ici bah, qui est un peu en marasme, hein, un peu voilà, agricole, rurale, agricole pas forcément toujours performante, mais assez rurale, et donc avec un dynamisme moindre. Et puis nos régions ici en reconversion, il y en a d'autres, hein, mais essentiellement le nord et l'est de la France, qui ont été des grandes régions industrielles, qui ont pris de plein fouet les crises économiques des années 70-80 et qui sont en cours de transformation avec une volonté de redynamisation. Euh, un exemple basique, hein, que vous connaissez tous, hein, qui montre un peu ces transformations, c'est la transformation d'un ancien espace industriel sur Lens, un ancien carreau de mine qu'on a remblayé, hein, qu'on a balayé et sur lequel on a mis le Louvre-Lens, hein. Donc on a transformé une zone industrielle en crise en une activité tertiaire qui marche plutôt bien. Voilà un exemple de reconversion. Vous avez quelques schémas ici qui vous remontrent un petit peu les mécanismes de cette organisation territoriale et puis quelques chiffres qui sont toujours voilà, sympas à lire et qui peuvent vous donner quelques illustrations par rapport à ce qu'on a vu. Donc vous avez la petite conclusion que vous pourrez lire. Moi j'en ai fini là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. S'il y en a énormément, on essaiera de faire un point dans la semaine. Et puis je vous prépare et je vous tiendrai au courant une manière, je ne sais pas encore, qui n'est pas encore bien définie, mais une manière donc de vous évaluer sur ces chapitres en distanciel, donc a priori plutôt la semaine de la rentrée où vous serez encore chez vous avant de revenir à Anchin. Donc je vais essayer d'anticiper cette évaluation que je vais essayer de gérer pour que vous puissiez la faire chez vous, mais quand même de manière avec des règles quand même minimales à respecter pour éviter que cet interro que je veux vous faire
s'additionne à toutes celles que vous allez avoir quand vous allez rentrer effectivement en cours la deuxième semaine. Donc, je vous tiens au courant là-dessus. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis, donc, à bientôt par mail.